Alors moi je suis Ange Quadio, directrice marketing et commerciale au sein d'une entreprise qui s'appelle Parsec, qui est éditeur de logiciels de cybersécurité en mode Zero Trust. Et je suis également membre de l'association Women for Cyber que je représente aujourd'hui. Et je vais avoir le plaisir d'être votre modératrice pour cette table ronde. Alors, juste pour parler très brièvement du Zero Trust, qui est un concept qui repose sur l'idée que par défaut, aucune confiance ne doit être accordée à un tiers. Et donc, il faut toujours vérifier. C'est vraiment ça, le paradigme du Zero Trust. Et dans ce paradigme, on a des piliers. Des piliers notamment qui sont cités ici dans la brochure Zero Trust, qui a été éditée par le partenaire sponsor de l'événement qui est Exatrust. Une brochure dans laquelle vous allez retrouver 5 piliers, notamment le pilier User, le pilier Device, le pilier Network, le pilier Application and Workload et le pilier Data. Aujourd'hui, ce sur quoi nous allons vraiment nous attarder, c'est l'un de ces piliers-là, qui concerne notamment la gestion des accès au niveau de cette architecture Zero Trust. Et pour le faire, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule, je suis très bien accompagnée par des experts sur le sujet qui non seulement ont la connaissance du sujet, mais également ont pu le déployer au sein de leurs entreprises. Donc, pour vous les présenter, je vais commencer avec Stéphane Tournade, qui est RSSI Group de Servier Monde. Je vous laisse dire un mot sur votre entreprise, votre activité. Oui, Servier Monde, donc on est deuxième laboratoire pharmaceutique français et ce qui est notable, présent dans 140 pays et territoires du monde avec 20 000 identités à peu près externes et à peu près 15 000 identités, enfin 20 000 identités internes et 15 000 identités externes. Donc un sujet important, la confiance, oui. Très bien. Merci beaucoup Stéphane. On aura l'occasion d'approfondir un peu le sujet sur la confiance. Alors, ensuite, nous avons Franck Périllier, qui est directeur cybersécurité chez Emeria. Donc, je vous laisse un peu nous dire ce que vous faites avec Emeria. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Donc, Emeria, c'est un groupe leader dans les services real estate, dans les services immobiliers. Tout ce qui est syndic de copropriété, transactions immobilières, gestion locative. En France, vous connaissez certainement une marque importante qui s'appelle Foncia. On fait partie du groupe. Donc le groupe, c'est 18 000 personnes à peu près en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse et en Belgique. Et donc j'ai la chance d'être ce directeur cybersécurité de tout ce groupe-là et aussi membre du CESIN. Très bien, merci beaucoup. Et ensuite, je poursuis avec Stéphane Gomez, qui est CISO et IT Director chez Open Classroom. Un petit mot sur Open Classrooms? Oui, eh ben, enchanté. Donc, moi, du coup, je bosse pour une entreprise qui est beaucoup plus petite que les deux précédentes. Donc, on est 300 personnes chez Open Classrooms et on est grosso modo une école en ligne où on forme grosso modo des étudiants sur des métiers qui sont plutôt en tension et on forme à peu près 10 000 étudiants par an. Très intéressant le sujet sur la formation des étudiants, on y reviendra. Et je termine avec Isabelle Moni, qui est Chief Developer Advocate chez WSO2. Et j'en profite pour saluer quand même sur l'ensemble des tables rondes et des plénières du FIC cette année, on a une représentation féminine. Donc en tant que membre de Women for Cyber, je tiens à le saluer. Et donc Isabelle, je vous laisse dire un mot sur votre entreprise. Tout à fait. Merci et bienvenue à toutes et tous. Donc WSO2, effectivement, donc si vous voulez savoir ce que ça veut dire, c'est Web Services Oxygen, de là vient le nom. C'est une entreprise qui a maintenant 20 ans et nous sommes éditeurs de logiciels avec 3 piliers fondamentaux d'API management, d'intégration et donc de gestion d'identité. Très bien, merci beaucoup. Et donc nous allons avoir tous ici l'occasion de discuter sur ce sujet des identités dans le Zero Trust. Et au public, n'hésitez pas à noter vos questions parce que vous aurez également l'occasion de poser vos questions et je compte sur vous pour que les échanges soient assez interactifs. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet sans plus attendre et on va commencer avec vous Isabelle. Alors, pour débuter, est-ce que vous pouvez nous définir brièvement ce que c'est que l'architecture Zero Trust et en quoi est-ce que cela diffère des modèles traditionnels de sécurité? Tout à fait. Alors, je vais prendre un exemple qui est peut-être pas très traditionnel, mais quand j'utilise ça dans des conférences, les gens comprennent bien en général.
En France, on a plein de villes qui ont été créées par un architecte très connu qui s'appelle Vauban. Si vous avez déjà vu des villes qui ont été créées par Vauban, on va avoir une ville qui va être entourée de murs qui sont impénétrables, où il y a une seule entrée pour pouvoir entrer dans cette ville-là. Et si vous essayez de rentrer dans la ville, vous allez avoir des gens qui vont défendre le périmètre, qui vont vous balancer de l'eau bouillante et de l'huile dessus si vous essayez de rentrer. Ça, c'est un petit peu le concept de la sécurité avant. Pourquoi? Parce qu'on avait des périmètres, et on avait des périmètres à défendre, et que c'était la meilleure façon de défendre ce qui était à l'intérieur de ce périmètre-là. Mais si je continue sur mon image, une fois qu'on avait passé la porte, qu'on avait passé le pont-levis et qu'on était dans la ville, on pouvait se balader où on voulait parce qu'on avait passé la porte, et donc on nous faisait confiance. Dans un modèle Zero Trust, puisque maintenant la notion de périmètre, il n'y en a plus, on a des API dans tous les sens, on se connecte à des SaaS, il n'y a plus cette notion d'avoir tout notre LTI à l'intérieur de nos entreprises. Donc en fait, vérifier un périmètre, ça ne sert plus à grand-chose. Au contraire, ce qu'il va falloir faire, c'est ce que vous disiez au début, Ange, quand quelqu'un est rentré à l'intérieur d'une ville, à chaque fois qu'il va vouloir faire quelque chose, on va lui redemander qui tu es, quel droit tu as, à chaque fois qu'on essaye de rentrer. Donc on va toujours revalider, d'accord? On va toujours always verify, et ça vient de là. Et un autre concept qui est très important, qui est celui de least privilege. Donc en fait, par défaut, on n'a accès à rien, et on doit prouver qui l'on est et monter patte blanche, pour avoir le droit à accéder à un système, à un réseau, peu importe. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction assez ludique et qui facilite aussi la compréhension du Zero Trust. Je rappelle juste que dans la brochure d'Exatrust sur le Zero Trust, il y a également des images, un peu comme ça, pour justement démystifier cette pensée-là de Zero Trust et prouver aussi dans le même temps qu'il ne s'agit pas seulement d'un buzzword. Je pense qu'on est tous ici pour défendre cette cause. Alors, on va continuer aussi avec vous, toujours avec vous, Isabelle. Pourquoi est-ce que ce point de la gestion des identités est si important dans l'architecture quand on parle de Zero Trust? Pourquoi ce point des identités est si important? C'est un point critique parce que, encore une fois, si on va être obligé de revalider cette identité, je me présente en face d'un système ou d'une machine ou peu importe auquel je dois accéder, il faut absolument que on puisse présenter une identité et la revalider systématiquement. C'est le cœur du système, vraiment. Le cœur de l'accès au système, c'est de présenter une identité. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à votre expérience également. Tout est dit. Bon, tout est dit. C'est très clair, merci beaucoup. Alors, donc, Stéphane Tournade. On a un petit jeu, on a dit qu'on mettrait les... Oui. Sinon, c'est pas facile. on va s'en sortir. Alors, si je peux me permettre, quels sont les risques que peuvent avoir un défaut de gestion dans ce domaine au sein d'une organisation? Donc, toujours sur la question des identités, quels sont les risques si on a un défaut sur ce sujet-là? Le premier, c'est de ne pas donner le droit d'accès à la personne légitime. Ça, c'est... Alors, le cas d'école, il est très simple. C'est la Société Générale et Jérôme Kerviel qui, transitant d'un service à un autre, c'est une petite anecdote en milliards, donc on peut se permettre, elle est très publique, et Jérôme Kerviel fait même des conférences dessus, donc je suis assez à l'aise avec ce point-là. Mais voilà, c'est ce volet le premier des risques, et c'est celui qui va parler, si vous voulez parler à vos décideurs, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mettre en place du Zero Trust, c'est une paradigme, c'est une démarche, mais c'est lourd et il faut convaincre. Voilà, un bon premier élément, ne pas le faire. Alors, au-delà de ce cas d'école, tous ceux qui vont avoir des sociétés cotées, des commissaires aux comptes, également de la prestation. Moi, je suis dans notre groupe, on fait beaucoup de centres de services au Maghreb ou en Inde. C'est un enjeu. Si on n'a pas quelque chose, une mesure qui nous permet, puisqu'on ne demande pas les pièces d'identité à nos sous-traitants, si on n'a pas quelque chose qui va amener cette confiance et dans laquelle on va être légitime, responsable et on va pouvoir décider, à ce moment-là, on se génère un risque très très fort et le RSSI va se retrouver bien embêté s'il ne l'a pas anticipé.
D'accord, ok. Donc là, on parle justement d'anticipation. Ça va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet, enfin un peu plus dans le vif du sujet, sur la question de la mise en œuvre en pratique. Et là, je vais me retourner vers Franck. Vers Franck, notamment pour savoir un peu, l'architecture Zero Trust repose, on le sait, sur une vérification, comme ils ont pu le dire, des utilisateurs et des appareils. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment est-ce que cela influe le choix des technologies de gestion des identités et des accès? Alors, c'est effectivement, la technologie est importante, mais elle n'est pas essentielle. L'essentiel, c'est effectivement la structure, l'architecture et la pensée préalable de tout ça. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, vérifier, c'est authentifier. Oui. Et pour authentifier, avoir des postures gérables, administrables, etc., à un moment donné, il faut fédérer. Donc, de trouver des solutions qui permettent de fédérer, ne serait-ce que l'action d'authentification. Donc il y a des solutions aujourd'hui qui existent sur le marché. D'accord. On peut les citer. Mais il y a des très bonnes solutions qui existent sur le marché qui permettent de fédérer tous ces accès. Donc avec différents protocoles d'authentification. Donc des protocoles web, typiquement classiques, avec OpenID Connect, SAML, etc. Et puis des cochonneries comme Kerberos, NTLM qu'on trouve chez Microsoft. Donc ça, c'est important d'avoir ces deux postures parce que je dis des cochonneries parce que c'est un enfer. Donc c'est clair. Et donc de pouvoir avoir une posture de sécurité qui permette effectivement de capter toutes ces authentifications et de pouvoir adapter à la posture de réaction, de contrôle, etc. Donc il y a un autre élément qui est important, c'est comment on capte le contexte pour rendre la sécurité intelligente. Parce que la sécurité et l'intelligence, parfois, ça fait deux. Donc, il faut s'adapter au contexte aussi pour faire en sorte, en fonction, sur un espace public, peut-être qu'on va peut-être un peu moins regardant, mais pour aller sur des éléments plus sensibles, avoir de l'authentification forte, voire interdire dans certains cas. Donc, d'avoir donc des éléments qui permettent aussi de présenter des postures de contrôle, de surcontrôle avec du MFA, typiquement, d'authentification multifacteur, du téléphone, ou aussi des prises sur l'ordinateur, c'est assez intéressant. Quand l'ordinateur est trusté, ça ne sert à rien d'embêter l'utilisateur, et également des clés YubiKey ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi comment je structure mes accès, mes identités, comment je construis mes populations, comment je fais le RBAC, le ABAC, enfin comment je définis mes modèles d'habilitation et comment j'associe ces modèles d'habilitation aux ressources. Donc si les applications sont fédérées sur la plateforme de fédération, c'est plus facile si on fait du provisioning de compte, du provisioning de groupe, d'avoir une posture centrale. Et ensuite, comment je contrôle tout ça? Parce que c'est l'Active Directory maintenant, c'est super, on met tout dedans, mais quand il se fait avoir, tout est foutu. Donc aussi, comment on peut contrôler ici, à l'intérieur de la plateforme, d'avoir un bon modèle de segmentation des droits, de manière à faire en sorte qu'il y ait aussi des contrôles supplémentaires qui viennent contrôler, par exemple, des groupes sensibles, typiquement, des groupes qui permettent d'accéder à typiquement à AWS complètement en admin, si vous avez fait des RS voilà. Donc il y a tous ces éléments-là à rentrer en ligne de compte. Donc je pense qu'il doit y avoir 2 ou 3 technologies complémentaires qui rentrent en ligne de compte. Il ne faut pas trop en mettre non plus, parce que sinon c'est compliqué à gérer. Ça devient beaucoup. Ok, très bien. Je vois Isabelle sourire un peu dans le coin. Est-ce que vous aurez aimé réagir un peu sur la question et sur ce que... Je vais juste rajouter quelque chose sur la partie, rebondir sur quelque chose qui est la sécurité qui soit adaptative. C'est-à-dire que effectivement, on peut avoir envie de tout fermer, de faire en sorte qu'il y ait exactement le même processus d'authentification pour tout le monde, qui peut peut-être avoir 2, 3 étapes, ce qui fait que pour l'utilisateur, ça devient un enfer, en fait. Et donc, ce qu'on voit de plus en plus, c'est de s'adapter au contexte, donc effectivement. Donc, en fonction, donc moi, par exemple, l'entreprise pour laquelle je travaille et se trouve être au Sri Lanka. Donc, je voyage pas mal au Sri Lanka. Et si j'essaye de me connecter depuis le Sri Lanka à ma banque, je vais être obligée de donner des informations supplémentaires que je ne donne pas quand je me connecte depuis là où je vis en Espagne. Mais on ne va pas me demander ce facteur additionnel tout le temps, on va me le demander simplement quand le contexte le demande. Et donc, implémenter, en termes d'implémentation, je trouve que c'est important qu'effectivement, on mette en place un système qui ne soit pas trop rigide et qui soit capable de récupérer l'information de contexte pour ne pas embêter trop l'utilisateur. Parce que si on embête trop l'utilisateur, il va trouver un moyen, s'il peut, d'aller autour du système. Tout à fait. Ok, merci pour cet élément de réponse qui permet d'éclairer aussi sur cette question. Maintenant, je vais me tourner vers Stéphane.
Gomez. Alors, en parlant d'authentification granulaire, est-ce qu'il y aurait des pratiques, les meilleures pratiques, hein, pour s'assurer que l'accès est accordé de manière juste et sécurisée, sans nuire aux opérations de l'entreprise? Et ça permet justement, c'est bien de rebondir sur le cas d'usage d'Isabelle, parce que le but d'Zero Trust n'est pas de faire en sorte que les utilisateurs salariés de l'entreprise puissent contourner la sécurité, parce que c'est très compliqué. Donc, est-ce qu'il y aurait des pratiques, les meilleures pratiques que vous pourrez nous communiquer? Alors, je vais pas préjuger du fait que j'ai les bonnes pratiques voilà, appliquées partout. Quelques pratiques que Voilà, vous connaissez. quelques exemples. Non, mais si on caricature, d'un point de vue pur théorique sécu, si on ne pense pas du tout opération, vous voulez faire du contrôle d'accès qui est ultra sécurisé, vous ouvrez un par un tous les accès et vous checkez ça avec une authentification forte, voire très forte, etc. Ça, c'est si je caricature, si vous avez un temps infini, si vous avez un niveau d'effort infini. Bon, en pratique, c'est pas le cas. En pratique, vous avez... alors, je vais prendre le cas d'une start-up, mais vous avez une personne qui gère les accès pour 300 employés et du coup, vous avez 300 populations différentes. Et il faut que ça reste gérable parce que cette personne-là, elle fait aussi plein d'autres choses à côté. Et donc, comment on fait pour que ce soit gérable? Moi, mon point de vue, c'est que en fait, on a un peu trois dimensions en termes de gestion d'accès. La première, c'est celle où il ne faut pas se poser de questions. C'est les accès de base que tout le monde doit avoir. Donc, dans toute entreprise, c'est le Office 365, nous, c'est Google chez nous, c'est Slack, c'est l'intranet, etc. Ça, c'est des points où il ne faut même pas se poser la question, en fait. C'est ouvert de base pour tous les employés, point barre. Et en fait, ça, du coup, vous y passez pas de temps, voire vraiment zéro effort. Le deuxième point que j'aime bien, c'est justement implémenter le modèle Airback ou ABAC même. L'idée étant de se dire, en fonction de votre rôle dans l'entreprise, en fonction de certains attributs, par exemple, ça peut être des attributs hiérarchiques, de département, ça peut être des attributs qui sont liés au pays notamment. En gros, là, c'est le champ des possibles. Et en fait, en fonction de ça, pareil, prévoir les accès un petit peu de base, en fait, les réfléchir, un peu en mode, j'ai un employé qui vit au Sri Lanka, un employé qui vit au Sri Lanka, il a peut-être besoin d'accéder au SIRH du Sri Lanka. C'est pas rocket science, mais au moins réfléchir à tout ça en amont et structurer ça en amont, ça permet de se dire, si le SIRH est à jour et bien plugué sur votre provider d'identité, grosso modo qu'une personne qui vient au Sri Lanka a ces accès-là par défaut. Et après, là où il faut passer du temps, à mon sens, mais ça, c'est du run incompressible, c'est toutes les demandes unitaires que vous ne pouvez pas prévoir. Donc, en gros, quand vous gérez une DSI là-dessus, le point, c'est de passer du temps à prévoir ce qui est prévisible. Et après, vous avez du run incompressible qu'il faut diminuer un petit peu au maximum. D'accord, très bien. Mais, Franck Périllier, j'aimerais que vous puissiez aussi réagir sur cette question dans un modèle 013. Comment est-ce qu'on arrive à concilier justement la sécurité renforcée et l'expérience utilisateur, en particulier sur la gestion des identités multiples et les processus d'authentification. Donc j'aimerais bien que vous puissiez réagir aussi partant de votre expertise. Déjà, il faut que les utilisateurs aient un mot de passe robuste et qu'ils soient habitués à le changer. Ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises encore, malheureusement. Et c'est quand même un élément quand même assez embêtant. La base, c'est quand même le mot de passe. Alors, il y a des approches aujourd'hui, zéro de mot de passe, etc. Moi, je n'ai pas encore expérimenté ça. Mais après, au-delà du mot de passe, il y a le facteur d'authentification, double facteur. Mais alors, où vous allez porter votre MFA ? Sur l'Entra ID, sur votre ID, enfin je sais pas, parce qu'il y a plusieurs fournisseurs d'identité dans le groupe. Donc encore une fois, je reviens sur la plateforme de fédération. Si vous arrivez à mettre une plateforme de fédération qui porte évidemment qui fait tout le routage de l'authentification, vous allez pouvoir porter à un seul endroit le MFA. Donc l'utilisateur aura une fois l'effort à faire. Après, c'est aussi l'expérience utilisateur, mais c'est aussi l'expérience des services support. Parce qu'un service support, ça souffre quand il y a beaucoup d'utilisateurs qui doivent changer leur mot de passe régulièrement ou ils ne savent plus comment ça fonctionne quand ils changent d'ordinateur, quand ils changent de téléphone et ainsi de suite. Donc il faut faire attention et aussi avoir un processus d'enrôlement automatique des collaborateurs au MFA et profiter de ça pour leur expliquer que le changement de mot de passe, c'est un entraînement, comme dans la marine, c'est un entraînement.
d'accord? Parce qu'à un moment donné, il faut le faire, parce qu'on est attaqué, il peut y arriver des choses. Donc il faut s'entraîner à savoir le faire avec les bonnes pratiques. Et c'est aussi le bon moment pour rappeler les bonnes pratiques de changement de mot de passe, comment faire un mot de passe robuste, que c'est valable pour soi à la maison, et ainsi de suite. Donc on peut utiliser cette contrainte pour l'utilisateur. Et après, en fonction du niveau de confiance que l'on a sur son device, donc si vous faites du BIOD, vous ne pourrez pas faire de sécurité, hein, c'est clair. Par contre, si vous maîtrisez vos devices, vous pouvez un peu plus faire confiance à votre device si vous avez un EDR managé ou avec un bon SOC derrière, et ainsi de suite. Donc vous pouvez faire plus confiance et, encore une fois, pas forcément demander le MFA systématiquement à l'utilisateur, mais de temps en temps, par entraînement. Et par contre, sur certaines transactions sensibles, là, c'est systématique. Voilà, comme ça. Mais vraiment, la fédération, je pense, c'est un élément... Très bien, merci beaucoup. Je suis d'accord avec... Après, si je peux me permettre, et pareil, c'est contexte différent, donc implémentation différente. Hein. Mais typiquement, ce qu'on a mis en place chez Open Classrooms, c'est justement, on avait des problématiques de mots de passe, de gens qui les oublient, de gens qui oublient le deuxième facteur étant un téléphone perso sur lequel la personne recevait une notification push, etc. Et en fait, on se retrouvait avec, grosso modo, beaucoup de problématiques de gestion et beaucoup de run, en fait, en termes de workload qui étaient liés à ça. Et du coup, nous, on s'est dit, on va faire un truc sans mot de passe, justement. Donc, la clé de base, là-dessus, je reviens là-dessus parce que c'est clé, en fait, c'est une bonne fédération des applications. En fait, sans ça, c'est mort. C'est mort parce que vous allez avoir plein de différentes mires de login et un utilisateur va avoir plein de choses à faire. Alors, plein de fois, son mot de passe rentré, etc. Mais une fois que c'est fédéré, en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est le mot de passe, ça emmerde tout le monde. C'est pas résistant au phishing, donc c'est potentiellement pas sécure. À côté, on a un téléphone perso qui est potentiellement pas sécure. Donc nos deux facteurs étaient quand même pas terribles. Mais en fait, ça, c'est 90% des startups de la French Tech. Hein. C'est pas rassurant, je sais, mais c'est comme ça. Et en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va changer les deux facteurs en des facteurs qui sont robustes, mais qui sont aussi transparents pour l'utilisateur. Et donc là, nous, ce qu'on a mis en place, c'est tout un projet de passwordless. En fait, nos deux facteurs, c'est une preuve de possession qui est le Mac Open Classrooms qu'on donne aux différentes personnes, donc preuve de possession. Et la deuxième, c'est la biométrie. Donc c'est le fait que la personne utilise le Touch ID du Mac pour faire ça. Et du coup, en termes d'expérience, on est passé de, je sais pas, peut-être une trentaine, quarantaine de tickets par mois sur le sujet à 0. Eh bien, ça, c'est une très, très belle expérience à saluer. Hein. Bravo. Merci. Alors, moi, j'aimerais bien savoir aussi, au niveau des grandes entreprises, les défis qu'on peut rencontrer dans la mise en œuvre du Zero Trust, et notamment sur la gestion des identités. Mais avant de vous passer la parole, j'aimerais savoir ici, dans le public, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans des entreprises et au sein desquelles vous avez déjà tenté de mettre en place un process Zero Trust sur cette question des gestions des identités? Est-ce que juste on peut passer par juste lever la main s'il y a des personnes ici qui ont déjà essayé de mettre en place du Zero Trust? Je vois 4-5 mains sur une bonne petite centaine, je pense. D'accord, très bien. Donc je pense que l'expérience que vous allez nous partager, Stéphane, sera très utile certainement pour d'autres qui aimeraient bien savoir c'est quoi les défis concrètement auxquels ils vont être confrontés en voulant mettre du Zero Trust au sein de leurs organisations sur le sujet des identités. Alors je vais pas trahir les gens qui nous ont aidés là-dessus, je fais un peu de pub pour eux, ils ont un stand là-haut, ils ont été payés 1000 fois, je leur donnerai rien de plus, mais nous c'est Wavestone qui nous a accompagnés et qui avait une vision très forte pour en effet de passer de Vauban à ce que, alors eux ils l'ont appelé le modèle airline, mais en tout cas le modèle aéroport, et ça a été, je dirais, le premier point, on n'est pas parti sur la technique au départ. Oui, à l'époque, il commençait à y avoir des solutions. Aujourd'hui, vous avez des solutions de SASI, de Zero Trust qui sont matures et qui fonctionnent. Là aussi, nous, on est sur un couple Intune Zscaler, par exemple, qui marche très bien à l'échelle. Mais c'est pas par ça qu'on a commencé, en fait. On a commencé par aller voir les directions métiers, la direction RH, puisque forcément, on allait se mêler de leurs affaires. Alors autant sur les publics internes, c'est pas un souci parce que il y a une gestion des entrées-sorties, il y a la paye, enfin l'identité elle est connue, mais tout le sujet des tiers,
qui, dans un groupe pharmaceutique, on développe pas tout seul. C'est pas vrai. Il nous faut des partenaires scientifiques, technologiques, etc. Donc, si je le donne dans notre classification de données, on n'a pas de for internal only. Ça veut bien dire qu'on est obligé de gérer et de donner confiance et donner de l'information et de la propriété intellectuelle à des gens que nous ne connaissons pas et où on n'est pas sûr que le contrat soit hyper solide. Donc voilà. Donc ça, c'est la première phase. Et pour nous, le projet global, il a mis 3 ans. Pour bien se mettre dans une temporalité, hein. J'enlève les usines qui ont un cycle plus lent, mais ce programme s'appelle Orion chez nous. Il a mis 3 ans, les 6 premiers mois, évangélisation. Pourquoi évangélisation vers le management, vers les équipes IT, parce que vous chamboulez les équipes réseau, vous chamboulez les équipes système, vous chamboulez les équipes projet. Jusque-là, les équipes projet disaient ouais, j'ai fait du SSO, c'est bon, j'ai fini. Mais non, ça résolvait rien. C'était le Vauban. Oui, t'es dedans, t'es dehors, mais t'as pas fait de granularité. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que c'est la contre-mesure de 3 ans. 3 ans, si on le remet, c'est un renouvellement de cycle assez standard en IT, donc on peut le prendre dans un mouvement de fond et donc systématiquement le mettre en œuvre. Et aujourd'hui, nous, dans les choses très concrètes, alors ça c'est des sujets peut-être plus internationaux, on a eu beaucoup de transformations digitales avec le Covid, je ne vais pas réutiliser cette chose-là, mais on en a eu beaucoup aussi avec, nous dans notre cas, le conflit Ukraine-Russie, où du jour au lendemain, il a fallu redistribuer toute la carte. Et également aujourd'hui, alors je ne sais pas encore, on n'a pas encore toutes les conséquences des tarifs d'hier soir et de relocalisation de data, parce que c'est bien dans ça il faudra se parler. Dans identité et accès, si vous avez réussi Zero Trust, en fait, l'effort il va être beaucoup moindre parce que vous avez traité ces sujets-là et c'est plutôt, il vous restera, comme vous disiez, les autres piliers, l'applicatif et la donnée. Mais ça, c'est aussi peut-être pour montrer dans des environnements extrêmement changeants pour des entreprises où on a énormément de partenaires. Je serais ravi, vous avez mes coordonnées, je serais ravi d'échanger en plus, mais voilà, ça fonctionne, c'est pas magique, ça prend du temps, mais ça fonctionne, et dans des transformations comme on les vit maintenant, où un contexte géopolitique ou un contexte technologique évolue du jour au lendemain, ce qu'on constate, hein, c'est l'actualité, on se dit, heureusement qu'on l'a fait, ça donne la souplesse. Tout à fait. Alors, Isabelle, vous aussi, vous êtes dans une très grande entreprise, hein. C'est combien de personnes approximativement? On est 800. Ok, donc très très grande entreprise également chez WSO2. Donc comment est-ce que vous, de votre côté, vous avez pu implémenter cela, ce Zero Trust-là, sur les questions d'identité? Comment est-ce que vous le travaillez? Alors, il y a une approche de ce qu'on a fait, nous, pour nos employés chez WSO2, qui est une chose qui se rapproche beaucoup de ce que expliquait Franck. Peut-être mon expérience, elle est plus sur comment on accompagne des clients comme Stéphane sur l'implémentation de solutions de Zero Trust. Et ce qu'on voit dans les grandes entreprises, la première chose, c'est, on en revient à la fédération, c'est qu'effectivement, soit parce qu'il y a eu des acquisitions, soit par historique, peu importe, il y a peut-être 3, 4, 5 endroits où il y a des user ID et des passwords un peu perdus. Qui sont dans des formats différents. J'étais avec un client il y a 2 jours qui commence à me parler de RACF, parce qu'il y a des gens ici qui savent que c'est RACF. Il faut que vous soyez facile du mainframe pour savoir ça. Donc il y a toujours des gens qui ont des identités là-dedans. Donc effectivement, fédérer, il y a un aspect technique qui est de fédérer pour pouvoir faire après du single sign-on, des choses comme ça. Mais plus que ça, je pense que pour revenir à ce que vous disiez, c'est aussi le vendre en interne, en fait, parce que c'est pas forcément évident d'aller vendre un aspect technique sur quelque chose. Quelle valeur on va apporter à l'entreprise de mettre en place ce genre de choses. Donc le vendre de façon interne, c'est peut-être le premier pas avant de parler effectivement de technique. C'est de savoir justifier pourquoi on a besoin de ça, quelle peut être la répercussion si on ne le fait pas, effectivement quelle flexibilité on va obtenir quand on va mettre en place ce genre de choses. Et puis surtout prendre une approche Big Bang en fait. En général en sécurité, c'est pas moi, je suis plutôt spécialiste dans les API. C'est un peu le même principe. Hein. Si on a des API qui ne sont pas bien sécurisées, on n'essaie pas de toutes les sécuriser de la meilleure façon du premier coup. On va chercher celles qui sont les plus critiques. On va chercher les applications peut-être les plus critiques, les choses qui sont les plus critiques chez nous. Et on commence par ça. On montre la valeur. Et puis à partir de là, on déroule et on étend dans l'entreprise. Au fur et à mesure, très bien. Effectivement, là, ça me fait repenser à tout à l'heure ce que j'entendais sur d'autres tables rondes. L'humain. Dans l'architecture Zero Trust, on parle beaucoup de technique, mais l'humain reste quand même
au centre hein, de la mise en œuvre du Zero Trust. Donc, c'est très bien de le noter, beaucoup de techniques, mais surtout, ça va commencer par de l'humain. Très bien. OK. Alors, on va poursuivre hein, sur ce point en ce qui concerne les défis qu'on peut rencontrer, notamment pour aborder un peu le point de la centralisation. N'est-ce pas? Et je pense que ça va être avec Stéphane. Hein. Stéphane et... enfin, les deux Stéphane, d'ailleurs. Je veux bien que vous puissiez nous partager un peu votre expérience ou votre expertise sur la question des émergences d'identités décentralisées. Comment est-ce que les entreprises peuvent maintenir une gestion efficace des identités tout en respectant le principe du zéro trust? C'est décentralisation, zéro trust. Comment est-ce qu'on arrive à coïncider tout ça? Je vais prendre un exemple caricatural. J'aime bien montrer un petit oui, peu avec des exemples. Et ça permet de comprendre, de démystifier un peu et de comprendre plus facilement le sujet. C'est ça. Donc, je vous parlais d'Open Classrooms et je vous ai dit qu'on était 300 personnes. Et en fait, on a plus d'une application par personne. D'accord. Donc, on est à plus de 300 applications et toutes les applications sont SaaS, donc décentralisées. Donc, avec un système d'authentification par défaut qui est différent. Et on a, je rappelle, il y a une personne qui gère tout ça. Donc, je suis soucieux de sa santé mentale et du coup, si on laisse tout décentraliser, bien sûr, ça ne marche pas. Voilà. Et après, il y a plein de blind spots et effectivement, quelqu'un qui part de l'entreprise, il y a plein d'accès qui restent, etc. Donc, il n'y a pas de magie. Hein. On a parlé beaucoup de fédération. Je pense que ça, c'est un consensus au sein de la Sécu qui est de dire en fait, les identités, il faut les fédérer, il faut les traiter à un endroit unique le plus possible. Après, vous allez vous battre contre des éditeurs qui vous vendent ça très cher. Voilà, il y a un très bon site qui s'appelle sso.tax. Je vous laisserai regarder, mais qui vous montre c'est quoi le prix complémentaire à prendre pour avoir du coup une possibilité de faire du SSO sur certains logiciels. Donc voilà, mais je pense que ça fait consensus et effectivement, ça c'est important. Et le deuxième point, en fait, c'est pas mal d'automatiser les choses. C'est qu'il y a forcément des applications que vous n'allez pas pouvoir bien fédérer proprement. Et dans ce cas-là, en fait, il y a pas mal de solutions qui permettent de en fait, faire une surcouche d'automatisation. Donc nous, on utilise Okta et on utilise beaucoup les workflows d'Okta. Où en fait, ça nous permet de faire du provisioning, des provisioning beaucoup plus automatisés et d'automatiser des tâches manuelles, grosso modo. Très bien. Stéphane, un petit mot pour... Oui, je l'aborderai sur un angle complémentaire. On a chacun normalement une seule pièce d'identité ou un passeport. On peut en avoir deux parce que c'est pratique, mais ça, c'est l'identité physique. Dans l'identité numérique, on commence un peu à les collectionner. Et je mélange même pas le pro et le perso. Juste pour... alors nous, on est très Microsoft, mais il y a la même chose chez Google où vous avez le multi... Enfin, vous arrivez sur votre interface Gmail, Teams, Meet, ce que vous voulez, et puis vous choisissez sur quelle identité vous allez exécuter la chose. Et en fait, pour nous, entreprises, ça devient compliqué sur ces sujets de propriété intellectuelle parce que, ok, l'identité que j'ai donnée à un tiers pour lui permettre d'accéder à une application, à un document, une donnée, je vais le gérer. Mais maintenant, je suis aussi dans le mode inverse, miroir, je collabore avec un autre, et on commence à voir apparaître, et il y avait une belle table ronde là-dessus hier, on commence à voir apparaître voilà, on doit s'assurer, on a mis ce temps de bonne gestion et de bonne pratique. Le Zero Trust devient un usage standard, donc on le retrouve dans les autres organisations, mais on ne va pas se fédérer avec tout le monde et n'importe qui. Voilà. Et c'est vrai que les outils le permettent. Hein, on peut dire telle organisation a le droit de connecter n'importe quel collaborateur de telle autre organisation, et on le fait par organisation. Mais ça, c'est, je dirais, ce volet de décentralisation. Alors, je ne suis pas craintif, mais en tout cas, il y a beaucoup de travail devant nous et les standards ne sont pas encore en place, je trouve. Et du coup, l'utilisateur, on se rééloigne de l'identité unique. On lui donne non plus des trousseaux de mots de passe, mais des trousseaux d'identité un petit peu. Ça, c'est un phénomène que, en tout cas, dans notre organisation, on constate. D'accord, ok. Donc, pour parler justement de tout ce travail qu'il y a à faire, est-ce que, allez, on va aller un peu dans le futur. Est-ce que tout ce qui est biométrie ou intelligence artificielle
peut contribuer à cet essor, ou non? Alors, la biométrie, probablement, alors on a cette difficulté du cadre européen et de l'exigence de conformité, mais c'est vrai que si je reprends mon exemple de la carte, de la pièce d'identité ou du passeport, qui est l'objet le plus reconnu internationalement, puisqu'on peut, avec une autorité de confiance donnée par un État, aller dans d'autres États. Donc si on c'est souvent, enfin, de toute façon, en informatique, on a une grande tendance à répliquer des modèles du monde réel. Donc ça, on va probablement, en se disant, bon, on a fait le passeport biométrique, est-ce que je fais la biométrie? Mais c'est vrai qu'elle n'est pas encore la robustesse. Quelle sera l'autorité qui va la donner? Biométrie, oui, je pense qu'elle peut nous amener des choses et amener. Sur l'IA, l'IA aujourd'hui, en tout cas pour nous, elle nous aide sur la partie contrôle du pilier. Si vous regardez, enfin, n'hésitez pas à le faire, si on regarde, moi si je regarde mes logs de Zero Trust d'une journée normale avec 2 smartphones, un ordi et je ne sais combien de choses derrière, on monte à 10 000 facilement. Chaque individu va avoir 10 000 actions en Zero Trust, enfin 10 000 contrôles contextuels dans une journée de 24 heures. Ça, si on n'a pas l'IA derrière pour trouver les usages pertinents et compromis, et nous on commence à avoir des choses très difficiles, il ne faut pas se leurrer, les hackers ont bien compris et se sont entraînés. Nous par exemple, on a une usine en Irlande et c'est à 5 heures d'avion de New York. Aujourd'hui, ils ne nous font plus le changement de compte en moins de 5 heures. Ils attendent bien de reconnecter les VPN. Donc eux ont de l'IA pour générer des faux chemins et on va avoir besoin de l'IA pour s'y retrouver et se dire c'est factice ou c'est réel. D'accord, très bien. Je pense que Stéphane, vous aviez aussi un avis sur la question de l'IA. Oui, alors moi sur l'IA, je suis un peu plus... mais enfin, je rejoins sur la partie détection et finalement détection, blocage d'un attaquant. Ça, clairement, on a un volume de données qui est beaucoup trop important pour être traité humainement parlant. Après, sur la partie IA telle qu'on l'entend avec en ce moment, moi je suis beaucoup plus dubitatif. En fait, il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on peut faire sans IA pour structurer, pour fédérer, pour gérer les bons facteurs proprement, pour gérer l'authentification contextuelle, etc., sur lequel l'IA n'est même pas un accélérateur, en fait, là-dessus. D'accord, donc il faut y aller avec précaution. Donc méfiez-vous des vendeurs qui vous vendent une solution d'IDP à base d'IA. Je pense que Il faut creuser, il faut peut-être voir si le code est ouvert ou ce genre de choses. Bon. Très bien, merci beaucoup. Alors moi j'aimerais bien aborder aussi, dans la continuité, on tire un peu vers la fin de notre table ronde. Tout à l'heure, Pierre, vous avez fait un peu un petit clin d'œil à tout ce qui concernait la sécurité de la data. D'accord. Donc, ma question, donc c'est celle-ci. Hein. Est-ce que il y a déjà, premièrement, ce serait quoi le risque quand on veut intégrer une stratégie Zero Trust dans une stratégie avec une architecture Zero Trust pour la gestion des identités, d'une part, et quel pourrait être le lien qui va nous emmener sur la sécurité des données sensibles? Je pense que c'est 2 sujets complémentaires, comme disait tout à l'heure Stéphane. Déjà, pour revenir sur les risques, effectivement, le risque autour de l'identité fait partie des risques majeurs au niveau du risque cybercriminel. Donc, l'initiative chez nous de pousser, je dirais, toute cette approche Zero Trust est partie de ce risque-là, comment se prémunir de l'usurpation de l'identité, avant tout externe et potentiellement interne également. Ensuite, à partir de ça, la notion de fédération permet de contrôler et de router toutes les authentifications vers différents fournisseurs d'identité, parce qu'il y en a plusieurs dans différents pays. Et quand on indique aussi la notion de provisioning de comptes, donc de pouvoir maîtriser les comptes et de pouvoir faire du ABAC, du airbag, comme on disait tout à l'heure avec Stéphane, c'est du coup celui qui est là. C'est effectivement important parce que ça permet de définir les habilitations. À partir de ça, ces habilitations vont permettre de contrôler qui a accès à la donnée. Oui. Maintenant, la donnée, elle est volatile. D'accord, c'est de la fumée, c'est liquide. D'accord, elle est à un endroit, elle se retrouve ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est les approches. Je parlais de Zscaler tout à l'heure, donc je peux te parler d'Octa, je peux le nommer aussi parce que c'est un excellent
fournisseur d'identité, enfin, solution qu'on utilise aussi. Et donc, effectivement, si on peut contrôler les accès au réseau, d'avoir aussi une proxification et de pouvoir observer ce qui se passe sur le réseau, on est capable aussi de voir comment la data se promène et ainsi de suite. Mais je pense que ça va rentrer dans d'autres sujets, un autre sujet qui est le DLP, typiquement, de voir comment la donnée se déplace, comment on peut la contrôler et qui peut y accéder et qui peut la faire sortir aussi. Typiquement, vous pouvez avoir une donnée qui est un endroit, qui peut sortir, aller sur un poste de travail, mais au moment de sortir de l'entreprise, on peut potentiellement la bloquer. Parce qu'on aura mis une politique DLP associée à une population. Et voilà, donc c'est vraiment, je pense que la partie Zero Trust, elle draine beaucoup de choses. Enfin, elle permet de protéger, donner un cadre pour aller plus loin. On peut aussi parler des transactions sensibles, accès aux données sensibles et ainsi de suite. Donc, c'est deux sujets complémentaires pour ma part. D'accord. Est-ce que l'un de vous, notamment, aimerait réagir, Isabelle, sur la même problématique? Oui, je voudrais moi étendre ça. Donc un problème qui me touche, parce que j'avais quelque chose qui était une start-up autour de la sécurité des API. Et aujourd'hui, le moyen de déplacer de la donnée, d'exposer de la donnée dans les entreprises, c'est de l'exposer à travers l'API. Et c'est donc effectivement la sécurité des données, des données qu'on extrait, le choix, et on les renvoie quelque part au travers d'une API, c'est vraiment un point de contrôle extrêmement important. Et donc effectivement de DLP parce que ce sont des données sensibles ou simplement c'est des données qu'on ne devrait pas exposer à la personne ou au système qui appelle. Donc effectivement, dans toutes vos API, il faut vraiment que vous ayez un contrôle très important de tel utilisateur, tel système m'a demandé à avoir le champ 1, 2 et 12. Est-ce que vraiment ils ont le droit d'accéder au champ 1, 2 et 12 ou pas? Et ça, il faut le faire à chaque appel. Donc c'est quelque chose de compliqué parce qu'en général, si ça n'a pas été fait depuis le début, c'est un peu comme l'architecture, c'est le genre de choses qui sont difficiles à rajouter après. C'est vraiment au niveau du design en fait des API qu'on va devoir designer. Alors quelles données on va manipuler, qui va y accéder, comment, et mettre en place les contrôles en fait en fonction de qui appelle, quelles permissions ils ont et comment ils vont devoir accéder à cette information. Donc l'étape vraiment de réflexion sur l'architecture est cruciale pour la suite du déploiement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est en fait, grosso modo, vous avez un développeur, comme beaucoup parmi nous, qui va donner un compte générique qui permet d'accéder aux données, d'accord? Et donc finalement, vous avez perdu complètement qui accède à la donnée par l'API. Donc avec les services d'autorisation, effectivement, avec ces plateformes de fédération, vous pouvez aussi reprendre le contrôle, c'est-à-dire de dire, bah voilà, donc je vais incarner l'identité de telle personne, je vais aller vérifier si j'ai dans mes scopes la possibilité de faire les choses, et puis ainsi de suite. Et donc c'est comme ça, je vais pouvoir avoir suivre complètement l'utilisateur quand il est sur la donnée, quand il va sur une application et quand derrière le back-end fait des requêtes API. Et là, la boucle est bouclée, quoi. La boucle est bouclée. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais poser ma dernière question avant de passer la parole au public pour des questions. On va parler notamment de coûts. De coûts, parce que tout ça, ça a un coût. Je vois Isabelle. Oui, tout ça, ça a un coût et ça peut être complexe. Donc, pour une entreprise, selon vous, par votre expérience, quel est le coût d'une mise en œuvre concrète d'une architecture Zero Trust sur cette question de gestion des identités, des accès? Alors, qui se sent de réagir en premier là-dessus? Oui, allez-y. En fait, il ne faut pas regarder le coût, il faut regarder le retour un peu sur l'investissement. D'accord. Il faut le mesurer parce que, en fait, grosso modo, si vous faites de la croissance externe, comment rapidement vous reprenez le contrôle sur la sécurité? Si vous pouvez fédérer facilement avec des protocoles standards, et même potentiellement des petites choses à côté, vous allez gagner quelque chose. Et si vous pouvez le faire vite, très rapidement, c'est important. Si vous allez avoir typiquement aller rapidement monter un business, etc., acheter sur étagère un certain nombre de solutions et monter un système d'information comme ça nous est arrivé il y a quelques années, en 2 mois, je crois, la fédération a été vraiment moteur. La fédération et le provisioning. Donc c'est vraiment ce qui est important dans le fédération, vous parlez de du César. L'important, c'est vous avez des solutions SaaS, quand vous les fédérez, vous reprenez le contrôle sur la sécurité.
une partie de la sécurité. Vous allez voir toute l'authentification. Quand un collaborateur arrive, s'en va, vous allez reprendre le contrôle sur le cycle de vie, peut-être pas complet, mais quand il est parti, tout bien, il peut toujours essayer de s'authentifier. Le compte n'existe pas, d'accord, de l'autre côté. Donc, voilà. Donc c'est pas qu'un aspect, je dirais, absolu. Après, il faut faire attention et bien négocier. C'est le principe. D'accord. Je crois que Stéphane également avait un point notamment sur les solutions hein, qu'on pouvait avoir. Oui, après, enfin, je voulais juste rebondir aussi sur la partie coût, parce qu'effectivement, tout ce qui va être SSO, fédération, ça a un coût, ne serait-ce que pour mettre une solution d'IDP ou même toutes les solutions que vous allez fédérer. Par contre, alors, ça permet de reprendre contrôle sur la sécurité. J'irai un cran plus loin aussi, c'est que ça permet de reprendre contrôle sur l'usage. Je pense que pour beaucoup d'entreprises, on a des applications qui coûtent une blinde, où la licence coûte une blinde. Et je pense qu'on a tous eu cette situation de OK, on a acheté 10 licences, il y en a 4 qui sont utilisées. Et en fait, quand vous le vendez comme ça en mode la fédération, elle me permet de voir ces 6 non utilisés, elles me permettent du coup de les shooter, des personnes qui sont censées avoir accès, mais en fait qui ne l'utilisent pas. Et là, du coup, vous avez un gain financier. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est des points qu'on est en train d'automatiser chez nous, pour dire, tu t'es pas servi de cette application pendant 3 mois, écoute, on te retire la licence, nous, ça nous fait des économies, si tu en as besoin, tu ouvres un ticket, et oui, ça va être chiant pour toi, mais bon, t'as pas, a priori, tu n'en as pas l'usage. Tout à fait. Stéphane, vous aimeriez dire? Oui, je voulais juste préciser. Également, le marché a beaucoup maturé, et parce que j'ai été CTO avant, donc je voyais bien la différence des coûts. Alors, il y a un coût de transformation, ça, on va pas se mentir, hein, on passe pas de A à B à coût constant. Par contre, aujourd'hui, les solutions, en fait, elles sont entièrement virtualisées. Donc, du coup, il n'y a pas de data center, enfin, c'est cloud. On n'a pas de data center, on n'a pas le hardware, même les firewalls, tout est virtualisé. La gestion de la bande passante, c'est couplé au SD-WAN. Et en fait, si on fait, alors c'est plutôt à la 4e ou à la 5e année, alors oui, ça se voit pas trop parce qu'il y a d'autres coûts qui ont complètement explosé ailleurs, mais si on faisait vraiment la somme de tout ce qui est réseau, identité, en Active Directory, VPN, firewall, accélérateur de flux, MPL, SSD, vous faites toute votre mixture historique, et qu'aujourd'hui vous prenez, il y a 5 grands offreurs, donc vous avez du choix, vous les mettez en concurrence et vous regardez le coût à l'unité, plus les gains indirects, c'est-à-dire que les gains indirects que j'évoquais, vous êtes capable de changer. Nous, il y a un gain qui est incroyable, enfin, on a beaucoup de, on a des gens qui arrivent d'autres entreprises, il est où le token ? Ou il est où le VPN? Et donc, de voir que c'est que du VPN transparent et que ça se voit pas, ça c'est pareil. Il y a un gain d'utilisation. Là, on vient au salon, on se met sur le Wi-Fi public, on est sécurisé quand même. Voilà, ça c'est des gains. Il y a les deux. L'équation, elle est très solide en fait. D'accord. Très bien. Et pour rebondir un peu sur le César, sur la plateforme de César, vous retrouvez pas mal de solutions qui peuvent accompagner des entreprises sur cette question-là. Également, là, dans la brochure d'Zero Trust, qui a été éditée par Exatrust, et au sein de laquelle vous allez retrouver une cartographie d'entreprises qui couvre ces différents piliers qu'on a pu citer. Et ça peut être très pratique pour vous permettre de migrer sans trop casser la tirelire. Très bien. Merci beaucoup pour vos interventions. Il nous reste une dizaine de minutes et j'aimerais bien avoir des réactions dans le public. On est assez nombreux, j'ose croire qu'il y a des questions, peut-être même des contributions, si certains parmi vous veulent prendre la parole. Alors, j'ai les lunettes et j'ai la lumière, donc c'est compliqué de voir les mains. Je vois une main. Oh, je veux bien prendre un micro. Oui, merci beaucoup. Mais sinon, je crois qu'à l'accueil, normalement, on peut solliciter les personnes de l'accueil pour le faire. Et bon, sinon, merci à mon CEO qui se porte volontaire. Il est agile. Pour donner un coup de main. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter et poser votre question. Bonjour, Ludovic Deluca. Merci d'avoir résumé ce sujet si complexe et si intense en 1 heure.
Il m'a manqué peut-être 2 éléments et 2 points pour lesquels j'aimerais avoir votre retour d'expérience ou avis. Le premier, c'est toute la question Zero Trust Network Access. On en a très peu parlé, mais on sait que dans une architecture Zero Trust, c'est un des aspects qui notamment permettent de limiter le mouvement latéral et donc limiter l'accès aux applications par les potentiels attaquants. Et le deuxième point, c'est la gestion des identités externes par rapport aux consultants, prestataires et ainsi de suite. Comment vous les gérez dans votre environnement? Merci. Alors, Stéphane Tournade pour la deuxième, d'accord. Je vais parler de la partie réseau. Et Isabelle pour la première. De la première. Donc effectivement, oui, c'est très important. Encore une fois, je reviens sur mes histoires d'API parce que c'est un des gros problèmes. C'est quand on peut rentrer dans un système au travers d'une API, quelle qu'elle soit, s'assurer qu'on ne puisse pas faire du déplacement latéral effectivement et aller se balader dans le réseau. Donc ça, le problème de ça en fait, c'est que ce soit à jour, soit maintenu. Et ce que j'ai vu qui fonctionne en fait, c'est d'essayer de faire ça de la façon la plus automatique possible. C'est-à-dire qu'on applique les mêmes principes qui sont que, par exemple, une application, elle ne sort pas de son cadre de domaine et on va automatiquement appliquer des règles réseau qui disent non, ce tel service n'a pas le droit d'aller parler à n'importe quel VM qui se trouve à l'intérieur de mon système. Il faut que ces règles-là, elles soient comme du code, en fait. De façon à ce que quand vous allez déployer un nouveau service, une nouvelle application, une nouvelle API, quel qu'il soit, vous mettiez en place de façon automatique ces règles-là, parce que c'est vraiment des choses qui sont, enfin dans mon expérience, vraiment compliquées à faire à la main et à vérifier à la main en fait. Très bien, merci beaucoup Isabelle. Quelqu'un voudrait réagir sur cette première question? Juste un complément sur le ZTNA, Zero Trust, enfin on a l'habitude d'avoir du réseau routé, avoir du VPN, mais on peut aussi passer par une approche où on publie des ressources. Donc il y a un changement de paradigme complet à avoir. Alors, encore une fois, ça, progressivement, on peut commencer effectivement sur un certain nombre de ressources, aller avec une approche ZTNA plutôt qu'une approche VPN, publier la ressource plutôt que le réseau. Et quand on publie la ressource, on la publie à un utilisateur. Et après, effectivement, quand c'est les applicatifs qui discutent entre elles, c'est un peu plus compliqué. Très bien. Peut-être pour compléter encore un cran plus loin, parce que je pense qu'il y a toute une gradation ici. Moi, mon SI, il est full SaaS. Donc en fait, grosso modo, l'approche par le réseau, elle est nulle. En fait, j'ai pas de réseau à sécuriser. Mais par contre, ça va sur le côté publier des ressources, en fait. C'est que quand on a un SI interne et qu'on publie la ressource, vous voyez en fait la ressource publiée comme une entité à part, une ressource à part qui gère les identités ou sur lequel en fait vous allez connecter votre fédérateur d'identité. Très bien. Et donc pour la deuxième question. Pour la deuxième question, donc les externes, là je vais être très, je vais donner le retour d'expérience que l'on a eu, sachant que nous notre métier, même si on fabrique des médicaments, c'est quand même du B2B parce que c'est un prescripteur, c'est un pharmacien, c'est un assureur. C'est assez rare qu'on délivre directement aux patients. Donc, le point, c'est qu'on a c'était dans le chantier. En fait, on a eu un chantier, alors pas technique, mais vraiment descriptif, de réviser notre politique d'accès, donc Identity Access Management, au sens la politique, et sur les tiers, de catégoriser les tiers. Et si je le simplifie, par rapport à la force de la confiance qu'on leur donne, c'est-à-dire la force du trust. Donc du coup, est-ce qu'ils ont un contrat avec nous et une obligation de décliner des identités? Alors si c'est ça, oui, on va les considérer comme des collaborateurs internes. Si c'est un sous-traitant, un tiers mainteneur, mais qu'on ne sait pas qui il est, là on aura donc plutôt dans la catégorie du PAM, donc des accès à privilèges limités dans le temps, donc des bastions d'administration. Il y a des belles solutions aujourd'hui où on dit telle adresse mail que je connais pas, je vais l'autoriser pendant 4 heures à être tel compte sur notre système. Donc ça, c'est des systèmes en plus, mais qui permettent, nous, en industriel, par exemple, d'avoir ça. Et puis, il nous reste les tiers avec qui on n'a pas de contrat. Et pourtant, on partage bien de l'information. Eux, en fait, ça va plutôt être des systèmes de zone. Donc, on va dire, ils n'auront pas le droit d'aller, quoi qu'il arrive, sur des systèmes sensibles. Et donc, on va avoir c'est pas des bacs à sable parce que c'est pas vrai, il y a quand même de l'information, il y a de la pertinence. Si on fait une fusion-acquisition, par exemple, ça coûte c'est 1 milliard, donc on peut se douter. Mais on va se dire, ces identités non gérées, elles seront
tracer parce qu'on va les tracer, mais on va les accepter par défaut, mais elles n'auront accès qu'à un seul endroit. Donc c'est pour essayer de répondre à votre question, une recommandation en tout cas qui a été la nôtre, c'est j'ai pas une seule catégorie d'externes. Je veux pas en avoir 1000 non plus parce que c'est une palette, c'est compliqué, mais j'en ai établi 3 et je les fais tomber dans 3 paniers de profils différents. Peut-être pas idéal, mais c'est une échelle, comme je disais, 15 000, on s'en sort. Très bien. Je crois que c'est bon pour la... D'accord. Je crois que j'avais vu une deuxième main pour une autre question. On a encore 4 petites minutes, oui. C'est une main ou c'est une petite main? D'accord, ok. Donc on va vous passer le micro, juste si vous vous présentez et posez votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Nicolas Lefebvre. J'avais une question pour Stéphane Tournardre concernant l'évangélisation. Vous avez commencé à en parler par exemple sur l'anecdote du SSO. Est-ce que vous pourriez développer un tout petit peu plus, parce que je pense que c'est un aspect clé. Effectivement, comme c'est un changement de paradigme, les utilisateurs peuvent avoir des résistances, et la résistance au changement, ça peut faire capoter un projet. Donc j'aurais aimé avoir quelques éléments supplémentaires sur ce sujet. Alors, en effet, il y a eu de la conduite du changement parce que ça a été une des décisions où je me suis fait plus challenger, pour pas dire pourrir. J'ai passé la politique de recyclage des mots de passe de 365 à 90 jours. Ça, c'est concret. Et je l'ai passé de 6 à 8, puis 8 à 10, puis interdiction de recyclage à 12. Donc, on peut même pas mettre les mois de l'année comme... Ça a été le change. Donc, une robustesse extrêmement forte. Mais en effet, la conduite du changement, elle a été très forte. Et en fait, je vais être très, très simple. C'est la communication interne qui l'a faite chez nous. C'est-à-dire d'amener les enjeux. Alors, on connaît les classiques, on prête pas sa brosse à dents, etc. Mais c'est d'amener voilà, on va vous embêter sur une chose, qui est la robustesse de votre identité. Donc, on va amener le MFA. Ça peut être un peu compliqué parfois, parce qu'en France, si le collaborateur n'a pas de terminal personnel, on ne peut pas lui imposer par la loi. Donc, on a aussi les organismes sociaux qui font un peu de levée. Là, c'est là où le Covid nous a beaucoup aidé, parce que c'était si tu fais pas, t'as pas. Donc, il y avait ça. Mais dans le changement, c'est un vrai chantier. C'est peut-être ça que je peux témoigner. Mais on peut y passer beaucoup de mesures de sécurité. Et l'autre volet, c'est que on l'a ramené aussi à la sphère personnelle. Ce qui nous a aidé en parallèle, c'est que par exemple le monde bancaire, et c'est ce que nous vivons tous, la validation par SMS, elle est désormais interdite pour les banques. On a dit, nous on fait pas mieux que les banques en fait. Donc si vous y arrivez dans votre... On aime bien Madame Michu chez Servier, on la cite souvent, elle est citée dans des tas de Madame Michu pour les pas aussi vieux que moi. C'était une façon pour Monsieur Jacques Chirac de parler de quelqu'un qui lui parlait d'informatique. Donc nous on a une Madame Michu chez nous, c'est une espèce de personne, et elle doit arriver à utiliser la technologie. Et c'est ce volet. Mais c'est vrai que c'est constamment, chaque action, une action de communication. Et dans le programme de transfo qui était le nôtre, on avait un ETP de communication, en effet, pour ça. Mais je valorise cet ETP par toutes les mesures complémentaires de sécurité que je vous évoquais, qui fait qu'aujourd'hui, on a même des leaks, on nous dit votre compte il a leaké, etc. En fait, on est assez serein parce qu'on sait qu'on aura leaké 90 jours, donc on le met sous surveillance avec le Zero Trust, et ça se passe bien. Donc, voilà. Très bien. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. De toute façon, je pense qu'avec vous, ceux qui le souhaitent pourront continuer les échanges après la table ronde. Juste vous remercier pour votre intervention. Ah pardon, il y a une question. Toutes mes excuses, je ne vous avais pas vu poser votre question. On a, je crois, encore 3 minutes. On peut y aller. Oui, bonjour, Hervé Fortin. Alors, merci pour les présentations, toujours aussi intéressantes. Juste une question, là, pas ou peu abordée, ok, pour l'acculturation de l'ensemble des personnes, etc. Comment vous avez approché la catégorie des VIP et des divas qu'on peut retrouver dans la pharma avec certains grands professeurs qui sont toujours très pressés, qui n'ont jamais le temps de partager quoi que ce soit, mais qui veulent accéder à tout, ou des VIP qui, dans le cadre du Zero Trust, peuvent être limités dans leurs accès parce qu'ils ne sont pas dans les outils internes ou standards. Comment ça a été présenté? D'accord. Alors, c'est une question toujours pour...
Je pense qu'on peut prendre le micro pour répondre rapidement à la question. Il n'y a pas de démarche en particulier, si ce n'est que c'est eux qui nous ont missionnés un peu sur le sujet. C'est eux quand même qui ouvrent les budgets et ainsi de suite. Mais un élément qui est intéressant, c'est de coupler ces démarches-là à ce qu'on fait en Threat Intel, par exemple. D'aller fouiller sur Internet, ça se renseigner, de mettre à contribution les red teams, les pentests, et puis d'avoir des histoires concrètes à raconter. Effectivement, c'est toujours différent d'aller voir quelqu'un en lui disant voilà, j'ai ça, c'est ton mot de passe, c'est ton PC perso, et c'est le compte de l'entreprise. Trouver des éléments comme ça, parce que le cyber est important. Il n'est pas plus important que le reste, mais il est quand même très important, parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Je crois qu'on le sait tous ici. D'accord. Très bien, et c'est la raison pour laquelle on est au FIC justement. Et donc je pense que je peux enfin dire merci à tout le monde, parce que là on termine notre table ronde. Je tiens ici deux documents qui sont très importants. L'un qui a été fait avec le Césin sur le nouveau paradigme de Zero Trust. Je pense qu'il vous a été remis à l'entrée. Et le second qui a été édité par Exatrust sur le concept pratique du Zero Trust. Deux documents, j'insiste vraiment, vous devez les avoir. Ils vont vous donner pas mal d'informations, non seulement sur la maîtrise du sujet et également sur le déploiement. Donc n'hésitez pas à les récupérer et même à les distribuer aussi au sein de vos organisations. Ça peut toujours aider. Merci encore à vous. Vous pouvez les rejoindre sur leurs différents stands pour approfondir le sujet. Merci bien.